L'insalubrité criante lutte contre le marché pirate à travers la ville de Kinshasa. Cette problématique de l'assainissement de cette ville de Kinshasa, le chantier inachevé parfois abandonné sur la ville de Kinshasa. L'examen et l'adoption de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo continue à diviser la classe politique congolaise. Voilà autant de dossiers que nous allons traiter avec nos invités sur ces plateaux. Surtout que cette question, n'est-ce pas, a de répercussions, de conséquences économiques sur le vécu quotidien de la population congolaise. Alors, c'est avec nos invités sur ce plateau, professeur Dadi Salé, professeur, et il est aussi professeur en économie et coordonnateur national de Wazalendo. De l'autre côté, Jonathan Makila, mon estimé confrère, intéressé par toutes ces questions institutionnelles. Bonjour professeur Dadi Salé, notre invité, toujours disponible, professeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous. Merci. Jonathan Makila, mon estimé confrère chargé de toutes ces questions institutionnelles, il est là avec nous sur ce plateau. Jonathan Makila, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Patrick John Mokingeshai, bonjour au professeur Dadi Salé, bonjour également aux téléspectateurs de l'émission Décrypte Éco. C'est encore un plaisir d'être ici pour aborder toutes ces thématiques évoquées. Et je pense que ça sera aussi un numéro spécial parce que ça nous concerne directement, nous qui sommes Congolais, partout où on est à travers le monde. Alors, comme vous le savez, Décrypte Éco, votre émission qui revient sur les grandes actualités qui ont émaillé la semaine, les grandes actualités économiques, politiques, socio-culturelles qui ont émaillé la semaine. Nous voici encore pour ce nouveau numéro. Alors, professeur Dadi Salé, vous avez suivi cette semaine, la semaine qui vient de passer, le chef de l'État, le président de la République, qui a fait cette visite surprise à travers différents chantiers de la ville de Kinshasa. Et lui-même s'est dit très indigné et par rapport à l'état d'avancement de certains travaux à travers différents chantiers sur la ville de Kinshasa. Ben oui, je pense que le chef de l'État, c'est le premier citoyen et que quand il s'est dit un peu indigné, un peu fâché, malgré quand même des avancées de certains chantiers, il ne faut pas dire qu'il y a zéro. Il y a quelque chose qui s'est fait par-ci, par-là et qu'effectivement, si ce n'est pas achevé, ou bien si ce n'est pas achevé comme le chef de l'État avec sa vision le veut, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas content. Je sais déjà que nous, population, nous ne sommes pas contentes, ça va, de certains chantiers qui traînent un peu trop le pas, n'est-ce pas? Et qu'effectivement, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Ça, c'est sûr et certain. Mais faisons attention. Faisons attention. C'est qu'économiquement parlant, dès qu'il y a un contrat, dès qu'il y a un chantier, ça dépend exactement des accords. Ça ne dépend pas de ce que les gens pensent. Non, ça dépend des accords. Est-ce que les déboursements des fonds s'est effectué comme il le fallait? Est-ce que les conditions contractuelles ont été respectées? C'est tout ça qu'il faut voir et dégager les responsabilités. Et bien sûr, ce que nous attendons, c'est de voir des responsabilités, des gens être sanctionnés, des gens dire pour quelles raisons ce n'est pas achevé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, vous savez, ça peut même être par malchance l'équipe du chef de l'État qui n'a pas, le ministère par exemple des Finances, qui peut-être n'avait pas débloqué les fonds à temps pour qu'il y ait retard. Donc les responsabilités sont partagées, mais cela étant, quand nous sommes devant le chef de l'État, les garants de la nation, ben c'est lui le numéro 1. Donc il doit tout faire pour que les responsables soient mis à nu. Il ne faut pas qu'ils puissent les couvrir. Les vrais responsables soient mis à nu et que le peuple congolais puisse comprendre qu'il n'y a pas écart entre ce que le chef de l'État veut et ce qui s'est fait sur terrain. Parce que c'est la grande crainte que nous avons. Le chef de l'État dit tellement de très bonnes choses, mais au niveau exécution, ben, il n'y a pas de très grandes choses. Ça va, ça pose problème. Donc il ne faudra pas effectivement que nous puissions retourner dans ce cercle-là. Un exemple un peu banal, nous les Wazalendo, je suis coordonnateur national des Wazalendo. Nous, les Wazalendo, le chef de l'État, depuis qu'il est en train de nous soutenir, depuis qu'il a fait sortir la RAD que nous avons félicité et qu'il ne fait que citer les Wazalendo, nous sommes très contents et fiers et nous le disons. Mais en pratique,
beaucoup de ces instances ne considèrent pas les Wazalendo. Donc nous attendons effectivement que le chef de l'État puisse faire aussi une descente chez nous. Parce que nous demandons des rendez-vous. Jusque-là, on n'a pas beaucoup de résultats. Mais nous attendons qu'il puisse faire aussi ces descentes sur ces chantiers-là. Des Wazalendo, parce que ça, c'est la sécurité. Donc, je globalise la question en disant effectivement que le chef de l'État, qui a vraiment un entourage qui n'est pas très sain, ça nous l'avons dit, on l'a répété à plusieurs reprises, devra tirer attention sur ces questions pour ne pas venir se plaindre après. Vous comprenez? Il ne faut pas se plaindre après. Diriger, c'est prévoir, et que quand vous avez un entourage qui ne semble pas vous servir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ben, il est grand temps qu'il y ait vraiment des richaffords, qu'il y ait de vrais changements. Vous avez remarqué avec moi que son indignation, c'est dans le sens de ne pas comprendre que les moyens ont été mis à la disposition de ces entreprises, au sein du ministère provincial des infrastructures et travaux publics, mais qui, après un moment, on se rend compte que rien n'a été fait, ou soit il y a eu cette léthargie de travaux sur terrain. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est la personne la mieux informée. Oui, tout à fait. S'il vous plaît, nous sommes à ECOFIN. C'est l'expertise par rapport à l'économie, par rapport aux finances. Donc, s'il vous plaît, quand on dit que les montants ont été décaissés, c'est où, c'est quand, c'est comment. Et ça dépend effectivement de l'aspect contractuel. Donc, je ne vais pas m'hasarder de confirmer, excusez-moi, je ne dirais pas comme les journalistes, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'hasarder de confirmer comme si on est devant WhatsApp, aux réseaux sociaux, et dire que c'est vrai. Non, non, les décaissements, ça s'éprouve par rapport au contrat. Est-ce que c'était prévu, le premier trimestre devait s'exécuter, la première tranche devait s'exécuter dans 1 mois. Ça s'est exécuté pour que nous constations ou par retard, est-ce que toutes les facilités qui étaient prévues dans les contrats ont été exécutées et les responsabilités vont être dégagées. Donc, ce n'est pas une question sentimentale ou bien politiquement dire que tous les moyens ont été déboursés. Je suis désolé. Vous m'avez invité comme un expert. Non, je dis dans le sens où lui-même trouve que l'exécution, et par rapport à ce que peut-être on lui donnait comme rapport, par rapport à ce qu'il préconisait, mais sur terrain, c'était autre chose. Je suis d'accord. Ce qui est déjà grave, s'il vous plaît. Je vous ai dit, vous m'avez invité comme expert. Gouverner, c'est prévoir. Donc, quelqu'un autour du chef de l'État, soit certains conseillers, soit certains ministres n'ont pas fait le travail comme il le faut. Parce que le chef de l'État n'a pas à descendre sur terrain pour s'étonner. Exactement. Il a des services pour ça. Il a même des services de renseignement. Du jour au jour. Ce n'est pas quand il va sur terrain qu'il va constater et s'étonner. Je suis vraiment désolé, comme j'ai dit, je suis expert, je ne peux pas contredire l'expertise. Parce que je vois parfois des gens qui disent une chose aujourd'hui et demain change. Ça, ce n'est pas un expert, je suis désolé. Un expert est constant. Ça va, et donne des arguments. Je vous le répète, gouverner, c'est prévoir. Nous avons assez de règles, ça va, que ce soit pour la passation des marchés, nous avons assez de règles, que ce soit pour la vérification d'un marché, tout ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le chef de l'État vienne s'étonner sur terrain? Non, c'est inacceptable, s'il vous plaît. Je le répète en tant qu'expert. Donc, quelqu'un, et je ne suis pas en train de condamner les chefs de l'État, s'il vous plaît. C'est-à-dire, soit tu es un conseiller, très proche du chef de l'État en cette matière. Soit un ministre, quelqu'un n'a pas fait son boulot. Nonobstant le fait qu'on puisse imaginer que le prestataire, n'est-ce pas, aussi peut avoir tort. Ça va. Exactement. Mais ici, je parle de l'entourage du chef de l'État. Quelqu'un n'a pas fait son boulot. Le chef de l'État n'a pas à s'étonner, ça va, quand il va sur terrain. Absolument pas. Il vient constater et les mesures sont déjà prises. Et on s'est dit que quelqu'un est en retard, soit c'est les prestataires, soit c'est les conseillers qui a trompé, soit c'est le fonds qui a eu du retard. L'information a été mal donnée. Non, parfois on peut avoir de bonnes justifications, s'il vous plaît. Exactement. Ça va, il n'y a pas que de mauvaises justifications. Mais gouverner, c'est prévoir, j'ai dit, je répète, le chef de l'État doit, ça va, devra, c'est un conseil. Je demande au chef de l'État, il y a des Congolais capables de rendre de bons services et le chef de l'État ne sera pas en train de s'étonner sur terrain de la non-exécution, d'une mauvaise exécution, etc. C'est pas possible. De surprise. Alors, je vais rester avec vous tout à l'heure. Je vais revenir à Makila. La dernière question, professeur. Est-ce que, après cette visite, nous avons vu, après ce passage, je crois, du chef de l'État à travers le marché central communément appelé Zando, parce que nous sommes sur le Cofin Télévision, mais après, vous avez vu cette opération
il y a Balaba, les où ils étaient des marchés pirates à travers toutes ces artères qui mènent vers le grand marché pour désengorger les grands marchés. Est-ce qu'il fallait attendre que le chef de l'État fasse cette visite pour que, en tout cas, cette opération puisse avoir maintenant son sens? C'est comme si le gouvernement provincial s'est réveillé du sommeil. Effectivement, vous avez bien compris. Et là, je suis 100% d'accord avec le chef de l'État qui a dit, mais écoutez, il a visualisé, hein, si les gens ont compris, hein, on l'a tous suivi. Oui, il a dit, apparemment visualisé, par rapport à ce qu'il lui avait vu, c'était trop sale, mais là, ça semble un peu être propre, il faut que ça reste dans ces conditions. C'est-à-dire, effectivement, qu'il y a un problème d'entourage. Il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose juste pour frimer, pour essayer de démontrer au chef de l'État qu'ils font quelque chose. Je précise, gouverner, c'est prévoir. Vous devez exécuter vos tâches matin, midi, soir. Vous devez avoir une moyenne acceptable. Pas pour faire semblant. Quand vous voyez quelqu'un va venir vous balayer, vous nettoyer, et que dès qu'il sort, une semaine après, tout est redevenu sale. Non, ça c'est-à-dire que nous avons un problème de conscience citoyenne. Quand vous êtes un dirigeant, vous ne faites pas quelque chose pour le chef de l'État. C'est lui le visionnaire, c'est lui le chef, mais vous le faites pour la population. Parce que le chef travaille pour la population congolaise. C'est là où je vous ai dit, je félicite le chef de l'État. Parce qu'au moins, il a prouvé à suffisance sa bonne volonté pour faire de très bonnes choses pour ce pays. Mais je l'ai dit, je l'ai répété dans plusieurs émissions et partout. Il y a vraiment un entourage du chef de l'État qu'il faudra qu'il décide de s'en débarrasser. Parce que si le chef de l'État ne se débarrasse pas d'une certaine qualité de son entourage, ben, il continuera à constater et à dire que rien ne s'est fait. Et que le pays est en train de partir, ça va, et que du côté sécuritaire, rien ne s'est fait aussi. Donc, nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités et c'est de faire. Il y aura des conséquences politiques. Nous savons, ça va, parce qu'il y a un autre thématique qui parle d'Eliaou, qui est là, ça va, on en parlera pour dire que non, il y a eu trop de sabotage. Il y a eu trop de gens qui ont été mis là-bas, pas par compétence, mais par le fait qu'il y a des autorités morales, des recommandations énormes et des gens qui ne méritaient pas. Il faut prendre des grandes décisions. Professeur, merci. Professeur Salé, merci. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Jonathan Makila, vous avez suivi avec nous cette opération. Après, n'est-ce pas, cette opération où toutes ces femmes qui vendent tout au long de quelques avenues ont été chassées avec cette problématique de l'insalubrité. Nous avons vu après le passage du chef de l'État à travers le quartier Matongé. Nous sommes dans la commune de Kalamou, au rond-point Victoire. Il y a eu des travaux qui ont commencé depuis le mercredi dernier, le jeudi dernier, avec le curage de caniveau. La ville commence à prendre, n'est-ce pas, une autre allure de choses. Non, mais d'abord, il faut se poser des questions. Ça fait combien de temps depuis que le tandem Bumba-Yeli est aux affaires? Je pense que ce n'est pas le chef de l'État qui doit dire à M. Bumba et à M. Edi Yeli ce qu'ils doivent faire comme travail. Et aujourd'hui, on parle de cette opération, mais avant ça, on a connu Kinezo Bonga, on a connu Balabala Eza Wenzete. C'est quoi les résultats? C'est un fiasco total. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le professeur ici, certaines personnes doivent être sanctionnées. Ça, on ne peut pas mâcher les mots. Parce que Bumba a montré ses limites, tout comme son colistier Edi Yeli. Et je me pose d'ailleurs la question, cette histoire du grand marché, pourquoi le chef de l'État doit descendre jusqu'à ce niveau? C'est vrai, ça concerne la ville-province de Kinshasa parce que le grand marché, c'est vraiment symbolique, mais le chef de l'État ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau. Juste une visite pour voir les travaux. Vous savez, le grand marché est en construction depuis 2024-2025, nous sommes en 2026. Mais déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème parce que Ngobila, à son époque, nous a dit que le grand marché sera bientôt inauguré parce qu'on a tout fini. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que ça reste un chantier. Il y a encore des choses à faire. Mais si les chefs de l'État arrivent et ils parlent aujourd'hui, on commence à faire quoi? À demander à toutes ces mamans qui vendent le long des avenues qui amènent jusqu'au grand marché. Et, il faut se poser des questions. Ça, c'est un travail qui devait être fait de manière automatique. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit venir nous dire ce qu'on doit faire ici comme travail. Non. Non. La conscience est là pour ça. On nous paye pour ça. Chacun doit exécuter ses tâches comme son job description les demande.
Moi, je pense que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'ailleurs, lui-même était absent. Quand le chef de l'État a effectué cette visite, oui, c'est parce qu'il n'était pas au pays. il était parti où? Il était parti où? Ça ne fait pas la défense du gouverneur de province. C'est la question que l'on se pose. Il est parti où? Il a laissé la charge à son ministre de l'Intérieur et puis son vice-gouverneur Edi Yele, parce qu'il savait très bien que les choses ne marchent pas comme le président de la République le souhaite. C'est ça aussi les dangers. Mais c'est vrai, vous avez évoqué ici les cas des Matongé, le rond-point Victoire. Oui, mais Kinshasa ne se limite pas qu'au rond-point Victoire. Allez-y voir ce qui se passe au rond-point Ngaba. Allez-y voir ce qui se passe à Pascal. Allez-y voir ce qui se passe à Kingasani. Allez-y voir ce qui se passe justement au niveau des pompages. Mais Kinshasa, c'est une grande ville. Kinshasa, c'est une grande ville. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller et essayer quand même d'évacuer les immondices, trouver 2, 3, 4 caniveaux autour du rond-point Victoire, et on se dit que bon, là, on est en train de faire ce que le chef de l'État nous a demandé. Ça, je ne pense pas. De la réouverture du grand marché, c'est justement l'une des raisons, c'est parce que toute la route qui mène vers le grand marché, il faut désengorger, il faut en tout cas ranger toutes ces routes pour permettre, bien évidemment, n'est-ce pas, les gens l'accès facile au grand marché. Non, regardez, M. Patrick, moi je pense que cette histoire, ça commence à énerver. Ça commence à énerver. Parce que tout à l'heure ici, il y a déjà une opération qui se faisait. Donc les mamans achetaient déjà les étalages et autres. On ne sait pas. Opération d'acquisition des étalages, maisons, magasins, chambres froides. Mais lorsqu'on passe à cette phase, ça signifie quoi? Tout est prêt. On va rouvrir les grands marchés. Mais le chef de l'État descend, il fait un autre constat. Amer. Parce qu'il n'y a pas l'eau usée n'est pas canalisée. Parce qu'il n'y a pas de caniveaux. Parce que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Parce que toutes ces avenues sont envahies par la population ou les gens qui vendent de manière informelle. Et ces gens-là attendent que, parce que la plupart de toutes ces mamans ont acheté de maisons, de tables à travers cette opération qui a été lancée par le ministère provincial des Finances. On attend que ZAND soit... Pensez-vous que toutes ces mamans ont déjà acheté une place ou, je ne sais pas trop, un étal au sein du grand marché? Je ne saurais pas répondre à cette question. Mais là où ça dérange davantage. On a vu après le chef de l'État, c'est le ministre de la Défense nationale qui est parti visiter aussi le grand marché. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Non, le ministre de la Défense nationale était allé se rendre compte de la sécurité des éléments autour du grand marché. Non, mais regardez, on parle quand même du grand marché. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est quoi son travail? Le numéro 1 de la police de la ville-province de Kinshasa, c'est quoi son travail? Le gouverneur, c'est quoi son travail? Son ministre de l'Intérieur, c'est quoi son travail? Non, mais je pense que M. Guy Mwadiamvita a beaucoup plus à faire. 2 de nos provinces sont occupées par les rebelles. C'est ça son grand travail. Il doit faire en sorte que le FRDC puisse récupérer ses territoires et non venir visiter le grand marché. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi justement qui nécessite sa présence parce que nous parlons du grand marché, parce que nous parlons de l'économie, Jonathan Makila, mais vous avez vu autour de lui quelques militaires, bien évidemment, le FARDC, et là, le problème, c'était de se rendre compte de la sécurité de ces éléments du FARDC qui ont été... Est-ce que je peux vous relancer avec une question? C'est quoi la mission des militaires? Se défendre l'intégrité territoriale. Et alors? Voilà. Mais ça, c'est une mission qui revient à la police. C'est la police qui doit sécuriser la population et c'est bien. Et non les éléments des FARDC. Moi, je pense qu'ici, il faut que la vérité soit dite. La vérité, en tout cas, on doit nous dire la vérité concernant cette affaire. Parce que certaines personnes estiment qu'il y a un problème entre c'est lui qui a financé ces travaux, la construction du grand marché et le gouvernement provincial. Les 2 parties n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Eh bien, voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça capote. C'est autour de l'argent
Autour de la gestion. De la gestion de ces grands marchés. C'est que la ville va gagner et c'est que celui qui a financé ces projets va aussi gagner en termes de finances. C'est ça le plus grand problème. Et je pense que ceux qui travaillent avec les chefs de l'État doivent avoir le courage de le dire aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas accepter. Ngobila a enregistré même toute une émission pour nous dire que déjà tout est fin prêt. Et là, d'ici décembre, là, je crois on était encore vers 2022-2023. Quelque chose pareil. D'ailleurs, ça pose problème parce que j'ai le président du syndicat national des vendeurs du Congo, Guilain Lokofé, l'avait même dit qu'à travers cette opération, il y a eu, on n'a pas trouvé un terrain d'entente entre les deux parties, bien évidemment entre le gouvernement provincial et le syndicat, parce qu'on demandait pour juste avoir la table au sein du marché pour le petit commerçant. Nos mamans qui vendent le piment, qui vendent, je ne sais pas, l'endembi, on leur demande $60 avec comme garantie 3 mois, vous imaginez, plus un mois, paiement de mois anticipatif. Vous imaginez $240. En dehors de cet aspect des choses, il fallait payer $23 pour, comme taxe d'assainissement et $200 pour ceux qui ont des magasins de chambres froides au sein du marché. Ça pose problème. Il y a eu une réunion, ils ne se sont pas mis d'accord. Ça pose encore problème. Ça va encore freiner la réouverture. Vous imaginez tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit que la vérité doit être justement mise à jour parce qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. C'est depuis 2023, 2022, 2023 qu'on nous disait que les marchés est prêt, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de spécial là-dedans. D'ailleurs, la capacité a été réduite. On se pose d'ailleurs la question, est-ce que l'État congolais avait la maîtrise de ces projets avant même de lancer les travaux? Parce que ça donne l'impression, c'est du tâtonnement. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut construire un marché aussi urbain tel que Zando ici, sans toutefois canaliser les eaux usées et autres. Ça, c'est un sabotage. Et je pense que les auteurs de ces crimes, d'ailleurs, doivent être interpellés et puis sanctionnés. Comme le professeur l'a dit. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure. J'ai vu dans un article, on a dit que le chef de l'État a découvert, bien évidemment, la prolifération des étalages illégaux à travers ce marché. Donc aussi, tout ça. Il y avait également le responsable du réseau, de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, qui a assisté. Professeur, avec cette pollution autour, les célébrités criantes, que le chef de l'État, et c'est ce qui a fait, c'est que nous puissions maintenant voir le bulldozer en train de faire ses travaux à travers toute la ville. Oui, notons d'abord que c'est vrai, tout le monde sait que la ville est très sale, globalement. Malgré les efforts fournis, la ville est sale, vous passez presque partout, on a difficile à respirer. Je dis bien malgré les efforts. Pourquoi? Parce que nous avons un problème aussi de civisme. C'est un problème un peu global et globalisant. Ce n'est pas un petit problème seulement des infrastructures. Il y a aussi un problème de civisme. Nous avions proposé des pistes et des solutions depuis un temps, mais comme je vous ai dit, si certaines personnes qui sont autour du chef de l'État ne peuvent qu'écouter ce qu'eux veulent écouter, ben, naturellement, nous tournons en rond. La question de l'insalubrité à Kinshasa, s'il vous plaît, vous voulez vraiment qu'on en parle? Ben non, tout le monde sait. Qui ne sait pas? Qui ne le sait pas? Et que nous proposons des pistes et des solutions depuis un bon bout de temps. Eh ben, écoutez, diriger, il ne faut pas diriger par défi. Certaines personnes sont nommées, ok, ou bien élues, et ils pensent qu'ils connaissent tout. Non! Quand vous dirigez, écoutez aussi les autres et les techniciens. Recevez les Prenez leurs inputs voilà. et vous discutez. Invitez-le, vous discutez. Non, ici nous avons des gens qui se disent je connais tout. Je suis sorti de l'Europe, c'est moi les DG, c'est moi les ministres, je connais déjà tout, apparemment on n'a rien à lui dire. Non, je pense qu'effectivement, la première ministre devrait faire un briefing. Moi, je vous dis une chose, je suis expert, je vous l'ai dit, et vous le savez. Depuis qu'on demande des rendez-vous, c'est un peu comme si... Non, je dis, je suis professeur, je demande des rendez-vous. Non, si moi je demande un rendez-vous à mon ministre, je dois me courber, je dois faire 5 mois, 6 mois, il faut se soumettre 7 mois, aux exigences protocolaires. J'écris, c'est ça l'exigence protocolaire. J'écris à mon ministre, c'est mon serviteur. Ça va? Pour que je puisse aider la nation. Et je fais des projets. Mais pour voir les ministres, et même l'air du CAB, apparemment, il faut être l'enfant d'eux. Non, je suis désolé de le dire quand même à la télé. C'est triste.
Ça va? Moi, en tant que professeur. Alors, un Congolais, excusez-moi un peu, lambda. Oui. Ça sera quoi? C'est compliqué. C'est pas possible. À quoi ça sert les rendez-vous? Vous devez être l'enfant de... Si vous n'êtes pas recommandé par une autre autorité, ou bien, etc., on ne peut pas vous recevoir. Et à ce niveau, comment on peut apporter des projets? Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Quelqu'un qui a des projets, Vous avez tout compris. Nous avons globalement une sorte d'élite, ça va, et c'est là où j'ai dit il faut changer. Je demande, je l'ai dit à plusieurs reprises, le chef de l'État devait enlever le maximum. Si ce n'est pas 60, au moins 51% des gens qui l'entourent. Ça va? Parce que ça ne marche pas. Toute la volonté du chef de l'État est en train d'être inhibée, est en train d'être rogée. Et la sortie qu'il a effectuée le prouve. Mais ce n'est pas la première fois. Il le prouve suffisamment. Ici, on risque de ne pas être capable, nous qui sommes avec le chef de l'État, là c'est en tant que coordonnateur de Ouazalendo, pas en tant qu'expert, ça va. En tant que coordonnateur de Ouazalendo, on le félicite, je suis avec le chef de l'État, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme bilan? C'est pas seulement l'IDPS qui est avec le chef de l'État. Ça va? C'est pas seulement l'Union sacrée. Il y a des gens qui sont avec les chefs de l'État. Moi, coordonnateur de Ouazalendo, c'est clair. C'est lui notre chef. Vous comprenez? Le chef des armées, parce que nous nous battons. Mais quel est le bilan que nous allons présenter? Ça va? Pour faire tout ce que nous essayons de faire. Donc, je pense effectivement que des solutions sérieuses, nous attendions depuis un temps. Les réménagements ou bien les changements du gouvernement, tout le monde le sait encore une fois, nous attendons. Cette fois-ci, nous espérons que le chef de l'État ne va pas mettre les gens par rapport à ses quotas politiques qu'on prend. Parce que ça nous reprend le même personne. Les chefs de l'État, avec ses services, ils ont quand même vu qu'il y a d'autres Congolais capables d'amener des inputs et des résultats. Très bien. Je vous dis, là où les gens disent que c'est impossible, l'insalubrité en ville de Kinshasa, ça va. Invitez-moi un jour, on va en parler avec des spécialistes. Dans moins de 3 mois, ça va. Je vous l'ai dit, je vous l'ai garanti. Bien que ça coûte, professeur. Non. J'ai suivi l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy. Je ne suis pas d'accord. Godin Poy qui l'avait dit que ça demande autant de millions. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous avez une méthode oui. C'est simple. ce que je vous dis, il faut écouter. Exactement. On pourra en parler, c'est une question de citoyenneté. Ça va. La question de citoyenneté va au-delà de l'argent. Le peuple congolais doit être capable de respecter, par exemple, notre philosophie qui est Kujitegemea. C'est prendre en charge. Bien sûr, ça demande quand même un peu de moyens, mais il ne s'agit pas vraiment de moyens. Il s'agit de mettre la volonté, mettre la citoyenneté. Et ça va commencer par la tête. Très bien. Je vais pas tout déballer ici. La propriété de Kinshasa commence par la tête. Et je fais des propositions, invitez-moi. Théoriquement, c'est des projets, on devait me payer. Mais on ne comprend même pas la matière grise, c'est quoi? Ça va. Ça commence par la tête. Quand vous commencez par le bas, par rapport à l'insalubrité à Kinshasa, ça ne pose pas de problème. Quand vous mettez l'argent avant, comme c'est le cas, vous m'avez parlé de nom, là je vous ai dit, je ne suis pas d'accord. Qui que ce soit qui vous a parlé d'argent n'a pas compris. L'argent, oui. Mais l'argent ne viendra que compléter l'aspect de salubrité en ville de Kinshasa. Et mon plan est déjà là. Et un jour, je peux vous en parler pendant 20 minutes. Si vous voulez, c'est pas caché. Ça va. On commence par la tête, le président lui-même. Par les gouvernements. On passera par les instances. Ça va. Supérieures. Pour la salubrité. Je vous dis 3 mois. Si la ville de Kinshasa, si la République démocratique du Congo n'est pas propre, donnez-moi 3 mois. Ça va. Vous me mettez en prison. Mais c'est pas possible. C'est un peu comme s'il n'y a pas de proposition. C'est un peu comme si on a que des gens incapables de faire le travail. S'il vous plaît, ce que je dis, nous allons le faire par la bonne volonté, par la loi, par la contrainte, en utilisant tous les moyens. Quelqu'un m'a compris? Tout le moyen. Par la contrainte, en utilisant tous les mots, parce qu'on devient un peu de farfelu. C'est un peu comme si nous avons le pouvoir, mais on ne comprend pas qu'on a le pouvoir. Le pouvoir, c'est... Le chef de l'État l'a même dit. Il a dit au ministre... Je suis d'accord avec les chefs. Il a dit au ministre provincial de Travaux publics, je crois, Maître Alain, il lui a dit, en tout cas, ce qu'on a le pouvoir, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il l'ait. Soit tu as le pouvoir, soit tu n'as pas le pouvoir. Donc, vous mettez des gens qui ne comprennent même pas qu'ils ont le pouvoir. Vous avez compris la stratégie, hein? Je l'ai dit un peu brièvement. Justement, ça, tout le monde va travailler, ça va. C'est pas d'abord de la tête jusqu'en bas. On ne va pas utiliser la philosophie du bas, non. Parce que le bas,
Ça va. Les bas veulent voir des exemples, veulent voir des leaders capables de faire ce qu'eux-mêmes disent. Ok, très bien. C'est une stratégie, je vous assure que 3 mois, vous me mettez en prison. C'est pas possible, on ne peut pas répéter quelque chose comme si on n'a pas des intelligences. On va revenir sur ce projet un jour où vous allez présenter ça à l'Ecofin Télévision, n'est-ce pas, pour assainir la ville de Kinshasa. Il y a eu même le président de la société du Congo, la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tchombela, qui avait même dit qu'il avait un plan, mais qui devait présenter aux autorités, mais depuis un certain temps, il n'a jamais été reçu pour présenter ce plan. Toujours. Nous allons clôturer ce dossier avec vous dans une minute, avant que je remette la parole à Jonathan Bakele. Qu'est-ce que vous demandez concrètement pour assainir la ville de Kinshasa, mais surtout, n'est-ce pas, permettre à nos mamans aujourd'hui qui vendent les histoires sur le trottoir, d'avoir l'accès au marché, mais plus parce que ces mamans-là, elles vivent que de ça. Il y a des familles et des familles qui vivent que de ces activités génératrices de revenus. Vous allez rire parce que je vais vous dire qu'il faut changer toute la philosophie économique de notre pays pour y arriver. Si nous ne changeons pas la philosophie économique, nous n'allons jamais y arriver. Nous sommes dans une philosophie trop libérale, ça va, économique, qui fait en sorte qu'exactement le plus fort, vous comprenez, impose tout sur le marché. Vous savez effectivement que pour que nous puissions avoir toutes ces mamans-là à côté, c'est parce qu'elles vont, comment on appelle ça en bon français, elles vont acheter en détail, ça va, il y a des grossistes, etc. Et elles sont obligées d'aller là où elles doivent aller pour essayer de vendre, parce que parfois les grossistes leur font même concurrence à certains endroits. Des grossistes qui vendent aussi déjà en détail. Donc, s'il vous plaît, assainir cela, ce n'est pas compliqué. Mais c'est d'abord une question de philosophie. Ce n'est pas seulement une question, comme je l'ai dit à beaucoup de gens, vous venez dire, sortez d'ici, vous tapez sur les gens. Combien de fois on amène la police pour taper sur les gens et ça ne change rien? Est-ce que vous n'avez pas encore compris? Ces mêmes personnes, bien sûr, vous avez bien compris. Surtout que certaines personnes les font pas par citoyenneté, pas par volonté, ils le font juste par contrainte pour essayer de prendre quelques photos et dire que voilà, j'ai fait le travail. Et puis le travail, ça doit se faire d'une façon durable. Donc, il faut changer la philosophie économique pour que nos mamans soient une priorité. Ça va assainir le marché, les endroits, qui va faire quoi. C'est toute une communauté qui doit changer dans ce sens-là. Sinon, nous tournons en rond. Très bien. Alors, Jonathan Makila. Bon, je pense que c'est un gros travail, mais avec la volonté, on peut y arriver. On a vu récemment ici, nos mamans étaient délogées au grand marché. On a aménagé 2, 3, 4 marchés pour permettre à ce que toutes ces mamans trouvent quand même de la place là-bas. Mais c'était difficile. C'était difficile parce que souvent, on fait des choses sans toutefois consulter les concernés. C'est ça aussi le plus grand problème. Moi, j'ai vu, je crois bien, dans la commune de Kimbanseke, on a construit un marché, mais personne n'est pas vendre là-bas. Pourquoi? Parce que la disposition de ces marchés ne permettait pas assez que la circulation soit à fluidifier et les commerçants ont déserté, ils continuent à vendre justement sur, sur les avenues, la route et autres. Donc aujourd'hui, Kinshasa, c'est vraiment un dépotoir à ciel ouvert. C'est parmi les villes les plus sales au monde et c'est compliqué. Il y a des odeurs suffocantes un peu partout, il y a des déchets partout et puis il y a des moustiques, il y a tout. Il y a tout ici à Kinshasa. Récemment, le chef de l'État, je pense que c'était sur les ondes de la radio Top Congo, lorsqu'il parlait de l'arrivée du président turc en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Le président turc lui a posé la question, quelle société qui travaille concernant l'assainissement de la ville et autres? Et la réponse du chef de l'État était claire, c'est une société turque et autres. Mais jusqu'aujourd'hui, on se pose toujours des questions. Pourquoi ça tarde le résultat? Moi, je pense que si votre mémoire est bonne, vous verrez qu'à l'époque d'André Kimbuta, avec la coopération signée, je crois bien c'était avec l'Union européenne, la ville était quand même assainie parce qu'on a vu, il y avait des gens qui arrivaient quand même à balayer les routes le matin, midi et puis le soir. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est encore pire et je pense que Daniel Bumba doit encore revoir son programme
Kinshasa et Zobonga. Et je pense qu'il doit même aussi changer la dénomination de ces programmes. C'est pas Kinshasa et Zobonga, mais Kinshasa et Kobonga. Parce que Kinshasa et Zobonga, on a l'impression que maintenant là, on aura des résultats. Alors que c'est un travail, c'est un projet. Il faut attendre peut-être 3, 4, 5, 6 mois, une année, 2 ans pour que la ville-province de Kinshasa puisse retrouver sa belle robe. Mais aussi, il y a un autre problème, une autre problématique. Ce sont des constructions anarchiques. Ça, faut pas oublier. Même si on arrivait à assainir on a un service approprié par rapport à ça. On a un service qui autorise... Un service approprié, justement, oui, mais la ville-province de Kinshasa est actuellement gouvernée par celui qu'on appelle Daniel Bumba Lubake. Tous ces services, en tout cas, dépendent de lui. Et je pense qu'avec son ministre de l'Environnement, si je ne me trompe pas, Léon Moulumba, il a fait quand même 2, 3, 4 bonnes choses. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Je ne sais pas si c'était un règlement des comptes parce que partout à travers la ville, il y a des constructions anarchiques. Il y a des maisons construites sur des caniveaux, sur des égouts et autres. Et l'eau ne sait plus couler normalement. Et ça crée des inondations un peu partout après la pluie. Et c'est compliqué. Je pense que le gouverneur Daniel Bumba a 2 choix. Soit il doit améliorer, soit il doit avoir le courage de démissionner. Ça ne lui coûtera rien parce que le pouvoir sera toujours conservé par l'UDPS. Exactement. On aborde notre deuxième sujet. C'est justement, on commence avec toi. L'examen et l'adoption, n'est-ce pas, de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo, ça, avec toutes ses conséquences économiques, ses répercussions économiques sur le vécu quotidien de la population congolaise, avec déjà la semaine prochaine, avec tout ce qu'il y a comme... manifestations, ainsi de suite, ça va perturber bien évidemment, n'est-ce pas, les activités économiques, pourquoi pas les transports de ceux qui doivent aller ce jour-là au travail. Est-ce que, pour vous, Jonathan, avant de prendre le professeur, est-ce que cette question pouvait vraiment diviser la classe politique congolaise et créer toutes ces répercussions économiques sur la population? Bien sûr que oui, cher Patrick John Mokengueshai. Moi d'ailleurs, je prends le risque de le dire, la RDC va encore traverser une zone de turbulence. Vous avez vu le jour où la proposition de loi était débattue à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de l'opposition conduit par Christian Mwandou a quitté l'Assemblée nationale. Et juste après, il y a les partis politiques de l'opposition qui ont fait une déclaration. pour annoncer cette ville morte programmée pour le mercredi prochain. C'est une voie constitutionnelle reconnue par la Constitution. C'est une voie constitutionnelle, oui, reconnue par la Constitution de 2026 elle-même. Oui, mais ici, maintenant, il faut se poser des questions, cher Patrick et John Mokengueshai. Nous avons d'abord 2 de nos provinces occupés par les groupes rebelles. Je ne sais pas, même si aujourd'hui on arrive à organiser ces référendums, est-ce que les Congolais qui se trouvent aujourd'hui au nord Kivu et au sud Kivu vont prendre part à ces référendums? Je ne sais pas trop. Ceux qui se trouvent aujourd'hui à Bunagana et bien d'autres territoires occupés par les rebelles vont prendre part à ces référendums? Je ne sais pas trop. Et actuellement même, partout où on parle de la RDC, on parle de l'épidémie d'Ebola, la maladie à virus Ebola. Ça ravage aussi les gens en Ituri là-bas. Mais les députés préfèrent aborder cette question au moment où la RDC est déjà fragile. C'est une voie constitutionnelle permettant bien évidemment au souverain primaire, le peuple congolais, de s'exprimer sur les grandes décisions. C'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'opportunité, cher Patrick et John Mokengueshai? Est-ce que c'est important d'évoquer cette question maintenant là? Est-ce que c'est important? Parce que le chef de l'État a dit, bon, lui, il n'est pas derrière ça, et on ne peut pas empêcher à la population de réfléchir. Oui, mais c'est lui le garant de cette constitution qui a fait de lui président de la République. Il a juré justement d'observer cette constitution et puis de la protéger. Le chef de l'État doit protéger la constitution.
il a cette obligation de la protéger. Et moi, je pense que les représentants du peuple ont suivi qu'une voix officielle. Les représentants du peuple, la représentation nationale, oui, a suivi une voie. Mais il faut aller au-delà. Pourquoi les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle? Ça aussi, on doit réfléchir là-dessus. Parce que moi, je le dis toujours, la manière dont l'union sacrée évolue, ou la manière dont l'union sacrée avance avec cette question, ça donne l'impression qu'on veut à tout prix la modifier ou la changer pour satisfaire un camp politique. Et maintenant, ça commence déjà dès ce mercredi. Mais au-delà de cette zone de turbulence que la RDC va traverser, moi je pense que c'est aussi un gros test pour l'opposition. C'est un gros test. On verra si la population va suivre les mots d'ordre donnés par l'opposition. Nous avons déjà suivi le commandant de la ville-province de Kinshasa de la police nationale congolaise qui l'a dit et que, en tout cas, on va mettre les éléments de la police partout. Ça c'est vrai, mais faut pas confondre les choses. Non, Patrick John Mukengesha, que je termine, faut pas confondre les choses. La ville morte ne nécessite pas la mobilisation de la population. Non, au contraire, c'est au contraire. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a eu des messages tels que ne sortez pas votre voiture, pour ceux qui ont des voitures comme le penseur, votre voiture sera bien évidemment lapidée, ne sortez pas, restez chez vous, n'amenez pas votre enfant à l'école. Vous savez, le vécu quotidien du peuple quinois, c'est journalier, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est un gros test pour l'opposition. On verra si la population quinoise va suivre les mots d'ordre donnés par les caciques de l'opposition. Et aussi, moi, je disais tantôt que c'est au contraire l'UDPS qui pense aussi organiser une marche le même jour pour soutenir la révision constitutionnelle. Eh bien, là maintenant, on doit s'attendre à des échauffourées. Et je pense que ça qui n'est pas une très bonne chose, ça va troubler l'ordre public et l'économie de la ville-province de Kinshasa sera pénalisée. Les activités commerciales et autres ne seront pas organisées comme ça a été toujours le cas. Et moi, je pense que déjà ici, et ce n'est que le début du commencement. Pourquoi? Parce que la représentation nationale a voulu aborder cette question de manière unilatérale, sans toutefois justement tenir compte de certaines revendications de l'opposition. Et ce n'est pas bien pour la RDC parce que politiquement, déjà, ça va impacter négativement, mais aussi sur le plan, économiquement, sur le plan national, parce que les investisseurs ne viendront jamais investir dans un pays où il y a une division politique, où il y a des manifestations tous les jours. Et là, c'est encore un sérieux problème pour l'économie congolaise qui compte essentiellement à ces investisseurs et d'autres entreprises étrangères. Très bien, Jonathan Makila. Je crois que vous êtes pensé sur cette question tout au long de cette semaine. Vous avez écrit beaucoup d'articles. Alors, professeur, vous pensez que cette situation, c'est vraiment le moment de l'aborder et que ça va avoir des répercussions économiques sur le vécu quotidien de la population congolaise? Bon, je pense que la grande question qu'on devait se poser, c'est quoi d'abord un référendum? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que je comprends qu'il puisse y avoir des avis et des considérations, c'est même ça la liberté, et même des extrapolations. Très bien. Et ce sont ces extrapolations qui nous ramènent à rendre la question un peu compliquée, difficile. Il faut déjà noter que le référendum existe dans la Constitution. Ce n'est pas qu'on va voter une loi pour les référendums. Non, le référendum existe, c'est une voie légale. Et qu'effectivement, ce qui est demandé là-bas, c'est la clarification, ça va, et certaines précisions pour effectivement la procédure référendaire. Ça, c'est un. C'est-à-dire effectivement que la question ne se pose pas sur est-ce qu'on peut voter une loi. Voter une loi au Parlement ne signifie pas ipso facto, même si je comprends la déduction de certains et des autres, n'est-ce pas? Mais techniquement, voter une loi au Parlement ne signifie pas qu'on vient de changer la Constitution. Non. Voter une loi, c'est-à-dire tout simplement, voilà ce qui est supposé se faire. Voilà ce que nous devons faire. Maintenant, deux points. Est-ce que ça va se faire dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans? Là, c'est une autre question, s'il vous plaît.
Ce n'est pas ces référendums, cette loi qui est en train d'être votée au Parlement qui dit qu'on change la Constitution demain, après une semaine, après un mois, après 5 ans. Non, la loi est supposée être impersonnelle. Je n'ai pas tout lu, n'est-ce pas? Mais c'est supposé être impersonnel. Donc, ça ne peut pas trop préciser dans ces cadres-là. Donc, déjà une confusion. Parce que le débat aujourd'hui, c'est quoi? Voter cette loi pour compléter les référendums. Pour l'opposition, ça signifie faire augmenter les mandats, changer la Constitution. Et pour la majorité, ça signifie, malheureusement, certaines personnes de la majorité, ça signifie une voie pour rapidement aller vers les changements de la Constitution. Je précise techniquement que ce n'est pas le cas. Ça va? Ce n'est qu'une loi qui, effectivement, pourra, c'est ça qu'on devait dire, pourra donner un avantage aux uns et aux autres par rapport à leur ambition, ce qui est normal. Très bien, ça va? Maintenant, cela étant dit, même si je sais que beaucoup de gens ne vont pas m'écouter, vous savez pourquoi? Parce que pour l'instant, les gens, c'est mandat, il veut ajouter le mandat, et l'autre, il veut garder le mandat. Ça devient un débat, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un peu... Excusez-moi, c'est plus un vrai débat. C'est un débat qui a trop de préjugés, des sentiments. On ne sait même plus c'est quoi les niveaux, excusez-moi, de ce débat-là. Ce n'est plus un vrai débat. Donc, déjà, le référendum existe, un point entrée. Ça, il n'y a pas de débat. Vous l'avez dit, c'est une voie constitutionnelle, mais quand vous lisez l'article 219 de la Constitution, professeur, interdit le référendum pendant la période de la guerre, nous l'avons tout comme dans une période de l'état de siège. S'il vous plaît, je suis en train de me répéter. Qui a déjà fait les référendums? Qui a convoqué les référendums? Non, la loi a été déjà déclarée recevable. Non, ce n'est pas cette loi-là. À la commission administrative. Lisez cette loi. C'est ce que je viens de vous dire. Exactement. Nous avons des extrapolations qui ne sont pas vraies. Lisons. Ça va? Cette loi-là ne dit pas effectivement qu'il y aura référendum pendant l'état de siège. Qui a dit ça? Allez lire. Quelqu'un a extrapolé. Cette loi-là ne prévoit que les modalités pour l'organisation des référendums. Ça va? Et maintenant, cette loi-là ne peut pas contredire la Constitution. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui est au-dessus de toute loi qui peut être votée, n'est-ce pas, au Parlement. Le Parlement ne peut pas voter une loi contredisant, ça va, la Constitution. Parce que la Constitution a été votée par référendum. C'est quoi les référendums? Les référendums, c'est la procédure pour permettre au peuple congolais de voter d'une façon directe, eux-mêmes. Donc on va dire individuellement, moi je vais voter Dadi Saleh. Nous ne sommes pas encore là. Je suis sûr, comme je vous ai dit, beaucoup de gens ne vont pas me comprendre parce que la prédisposition de nos leaders, c'est d'expliquer aux gens que si cette loi-là passait, c'est-à-dire automatiquement, certaines personnes vont faire les référendums dans 2 jours. Et ils vont rester au pouvoir. Et les autres, malheureusement, s'il vous plaît, malheureusement, certains, effectivement, qui défendent mal cette proposition de loi-là, ça va, pour compléter la procédure pour faire les référendums, ok? Ça va. Pour eux, ça signifie nous ouvrir la voie pour maintenant présenter un projet de faire les référendums. C'est de ça qu'il s'agit et je suis d'accord avec certaines interprétations. Mais la loi qui est en train d'être votée ne signifie pas que ça contredit le fait que c'est difficile d'organiser, n'est-ce pas, pendant l'état de siège, etc. J'ai ri un peu. J'ai ri un peu en tant que technicien. J'ai dit, s'il vous plaît, c'est là où nous disons, il faut trouver les arguments. Les référendums, quand vous donnez cette loi-là, l'état de siège, c'est quoi? L'état de siège est voté chaque 15 jours. C'est-à-dire que quelqu'un peut annuler l'état de siège dans 15 jours. Est-ce que vous ne le savez pas? Donc, dans 15 jours, là où nous vous parlons, ça va. Cette loi-là, en termes d'état de siège, c'est l'article 85. Ça va, 85 de la Constitution. Chaque 15 jours, cette loi-là de l'état de siège peut sauter. Donc, dans 15 jours, cet argument que l'opposition semble donner, ça va, peut sauter. Ce n'est pas un argument de taille. Parce qu'effectivement, l'état de siège peut finir dans 15 jours. Je pense que mon co-débatteur ne va pas me contredire. C'est tout. Donc après 15 jours, il peut faire les référendums. S'il vous plaît, come on, soyez un peu plus mûrs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les gens qui vous donnent cet argument-là, je m'excuse, en ont le droit, mais j'ai le devoir, en tant qu'expert, de leur dire non, ce n'est pas un argument solide. Parce que cet argument-là, vous dites effectivement aux gens de la majorité. Ça va? Donc, avant de faire votre référendum, vous sautez directement, vous annulez l'état de siège, n'est-ce pas? Voilà, et puis rapidement, après 16 jours, donc les 16e jour, ils peuvent faire les référendums. Et qu'est-ce qui est compliqué là? Donc, allons un peu plus loin. Ça a des répercussions sur
sur l'économie congolaise, surtout le vécu quotidien du Cunois qui doivent vendre, comme Jonathan l'a dit le jour-là, qui doivent sortir, amener les enfants à l'école, qui doivent sortir pour aller travailler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de l'appel de l'opposition. L'appel de l'opposition est déjà l'allure... Il y a déjà aussi l'appel de la majorité. Exactement. En tant que coordonnateur de Ouazalendo, je l'ai répété. Si nous avions cet engouement avec l'article 63 de la Constitution pour nous battre contre les Rwandais, je me dirais, voilà, nous avons des vrais responsables. Mais on aurait déjà gagné la guerre. Mais la tête des gens est où? En management, il y a la priorisation des tâches. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ces référendums-là, mais je pense que ce n'est pas la première tâche prioritaire pour l'instant. La tâche prioritaire est de gagner la guerre. Et gagner la guerre, ça n'a rien à voir avec ni l'opposition, ni la majorité, ni l'église catholique, ni l'église protestante. Ça a tout à voir avec le patriotisme. Tout Congolais devait se dire, maintenant là, je me réveille matin, midi, soir pour que nous puissions gagner. Nous devrions avoir un parlement patriote. Pour moi, un parlement plus patriote devait être quoi? Pour que quand même je sois plus modéré, ça va. Nous devions avoir un gouvernement un peu plus patriote. Apparemment, nous n'avons que le président qui est patriote. Je m'excuse. Et ce n'est pas pour les vanter. Apparemment, nous avons le président qui est patriote et les autres organes. Le patriotisme est trop bas. Pourquoi? Pour que le peuple puisse me comprendre. Là où nous parlons, si nous avions un parlement très patriote, nous devions avoir un budget, une loi financière de guerre. C'est-à-dire plus patriotique pour sauvegarder la patrie. Très bien. Qui est menacée, la souveraineté. Si nous avions, ça va, nous avions un gouvernement plus patriote que ce que nous demandons, ça va, nous devions avoir une exécution. Nous devions avoir, par exemple, une économie de guerre. Une économie de guerre ferait en sorte, effectivement, que chaque ministre, matin, midi, soir, devait s'occuper dans son secteur comment nous gagnons la guerre. Monsieur le journaliste et mon co-débatteur et tout le peuple qui me suit, vous connaissez le fonctionnement des ministres aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que chaque ministre, à la fin de la journée, peut se dire, par rapport à mes compétences, voilà des solutions pour que nous puissions gagner la guerre? Ils sont totalement dans autre chose. Ils le font au cours de conseil des ministres. Non, voilà, le conseil des ministres, ce n'est pas le travail. Chaque ministre. Le travail, c'est chaque jour. Exactement. Je peux vous donner, je vous dis, on est des experts, on ne nous écoute pas tout simplement. Ça va. Même le ministre de la Jeunesse, même le ministre de l'Agriculture, un exemple simple. Avec l'économie de guerre, le ministre de l'Agriculture devait se poser la question, comment les Ouazalendo mangent chaque matin, midi, soir? Comment nous devons produire pour que le militaire... Comme Hitler l'avait fait, comme ça s'est fait en Ukraine. Comment le militaire doit manger, parce que ça c'est l'élément le plus primaire. Donc le ministre de l'Agriculture devait avoir ça comme tâche prioritaire. Faire manger les FARDC, avoir des aliments bio que nous cultivons nous-mêmes, etc. Dites-moi, quel est le rapport? Parce que quand je parle, il y a des gens qui se disent non, il n'est pas encore au pouvoir. C'est la raison pour laquelle il raconte des choses. Je dis mais écoutez, c'est pas possible. Dites-moi, franchement, quel est le ministre qui le fait chaque matin, midi, soir? J'ai commencé par le ministre de l'Agriculture parce qu'on doit manger au front, n'est-ce pas? Je peux aller par le ministre de l'Hydrocarbure, ça va, pour que nous puissions avoir régulièrement du carburant et les transports pour exécuter. Nous, les Ouazalendo et les FARDC, quelle est la priorité en fin de compte? Bon, excusez-moi, il y a un journaliste qui avait posé cette question au chef de l'État, mais apparemment son gouvernement... Oui, 6 piliers, mais quelle est la priorité des priorités? Il n'y a pas 5 priorités des priorités. Il y a récupérer notre territoire, la plus grande priorité qui est là. Et il faut bien que ça soit clair. Clair, noir sur blanc. L'économie, oui, et tout le reste, oui. Donc, vous comprenez que nous sommes devant, quand nous parlons de référendum, ok, c'est un élément important, oui. Mais ce n'est pas la chose la plus urgente. Si nous arrivions d'abord, parce que vous allez faire quel référendum si par exemple ces gens-là, par mégarde, mais nous nous battons pour que ça n'arrive pas. Mais c'est une hypothèse la plus négative. C'est-à-dire qu'ils prenaient Kisangani et ils s'approchaient de Kinshasa. Vous allez faire quel référendum? Et l'opposition, vous allez faire quelle marche? Vous allez faire quel boycott? Exactement. Non, alors, nous tous on devait, comme à un village, quand la maison est en train de brûler, tout le monde se concentre d'abord pour éteindre le feu. Mais au même moment, ça va, c'est ce que j'appelle les tâches. Au même moment, nous nous disons, qu'est-ce que nous pouvons faire de nos lois? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Là, c'est les débats les plus républicains, les plus démocrates. Chacun a le droit de donner son avis. Très bien, merci professeur. Alors Jonathan, on termine avec vous avant que le professeur puisse dire un mot et terminer cette émission. D'abord, j'ai aimé justement sa chute. Exactement. Sa conclusion. Ça, c'est magistral. Ça, c'est magistral, c'est génial. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, c'est lorsqu'il dit que
l'adoption ou je ne sais pas trop cette proposition de loi qui a été adoptée, qui a été jugée recevable à l'Assemblée nationale et puis transférée à la commission PAJ ne veut pas dire que directement qu'on va organiser les référendums. Non, mais j'accepte cela parce que le professeur n'est pas politicien, je dirais, au quotidien. Mais avec le politicien, il faut aller au-delà de ce qu'ils disent. Moi, je le dis toujours ici. C'est vrai, tout politicien africain, je prends le risque de le dire, utilise la méthode de Machiavel. C'est-à-dire, je vous fais voir une bouteille d'eau, mais derrière cette bouteille d'eau, il y a de l'alcool. Il y a autre chose. Ça, c'est vraiment la porte qui donne la voie libre au pouvoir actuel. De faire quoi? De réviser ou de changer la Constitution. Quand Augustin Kabouya le dit clairement devant le militant de l'IDPS, restez tranquille, on va changer cette Constitution ou on va modifier ça, c'est juste la politique. C'est la politique. Non, mais attendez. C'est une manière de dire. Vous savez, non, mais attendez. Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui. Exactement. Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui. C'est le président par intérim de l'UDPS. Et l'UDPS, c'est les partis politiques de Félix Tshisekedi. Vous n'allez pas me dire que Augustin Kabouya s'est réveillé un bon matin comme ça, sans toutefois réfléchir, sans poser la question à ses conseillers. Il vient devant le militant de l'UDPS dire clairement qu'on va la réviser. Non, mais il faut faire attention. La machine est en marche. L'UDPS est déterminé. Le pouvoir est déterminé. Il veut à tout prix la réviser. Et la bonne question vous avez posée concernant l'état des sièges. Le professeur a dit ici que la loi est prorogée 15 jours après. Tout comme... Moi je suis au Sénat. Je suis au Sénat, je vois comment les sénateurs votent concernant la prorogation de cette loi. C'est vrai, il y a 2, 3, 4 personnes qui se posent des questions concernant justement le résultat de cet état des sièges. Mais si aujourd'hui les parlements n'arrivent plus à proroger cela, mais posez-vous la question, de quelle manière allons-nous récupérer ces 2 provinces occupées par les rebelles? Moi je pense que c'est ça les débats. Parce que nous avons des territoires occupés par des rebelles. Aujourd'hui, on ne peut pas évoquer cette question. Et si aujourd'hui, on arrivait à mettre cela sur la table, c'est parce que le pouvoir a des idées, je dirais bien, mesquines derrière cette démarche. Et cette impression, je ne suis pas la seule à dire cela. C'est vrai, les gens pensent que lorsqu'on parle comme ça, on est peut-être contre une tête ou contre une personne. Non, mais on veut juste réfléchir à haute voix. La manière dont les choses se déroulent, on donne l'impression que on va la tailler sur mesure. Et le problème va rester. On va changer de constitution, on va quitter la 3e République pour la 4e République. Avec le même problème. Le patriotisme aujourd'hui pose problème. Merci, Jonathan. Prenez votre micro, descendez ici sur terrain, posez la question aux Congolais et autres. Vous verrez, les gens sont fatigués. Les gens n'aiment plus le Congo. Pourquoi? Mais c'est la manière, comme le professeur l'a dit, de concevoir, de voir les concepts, de mettre justement les Congolais dans cet état où une voix constitutionnelle attendez, voilà, monsieur Patrick. Comme si, attendez, monsieur Patrick John Mokengesha. On termine rapidement. Oui. Aujourd'hui, on parle du patriotisme. D'abord, il faut se poser la question. Pourquoi les Congolais eux-mêmes n'aiment plus la RDC, n'aiment plus vivre à Kinshasa, n'aiment plus vivre à Massissi, à Rutshuru, à Bunagana? Pourquoi il faut se poser cette question? Mais c'est parce que la population est déçue. Mais c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Voilà, ne sont pas réunies. Et ça pousse la population à réagir de la sorte. D'où il faut commencer par réparer cela. Merci, Jonathan. Et après, on va évoquer d'autres questions. Je pense que c'est ce que je peux dire. Voilà, oui. Je ne vais pas contredire mon co-débatteur. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, il ne m'a pas contredit. Ça va. Il a remarqué... Non, je vais y arriver. Okay. Il a remarqué que par rapport à la loi et aux règles, c'est ça.
Mais par rapport effectivement à l'homme politique que nous avons, ce n'est pas ça. Je l'ai bien compris et je ne vais pas le contredire. Mais sauf que le professeur Dadi Saleh ne peut pas nager dans la médiocrité politique. Parce que là, vous me parlez de l'interprétation de la médiocrité politique. Nous devons faire un changement. Nous sommes de la voie de la révolution. On veut que les chefs de l'État puissent aller dans la révolution et pas continuer à réfléchir dans la médiocrité extrapolée. C'est-à-dire que si j'ai dit que j'ai faim, quelqu'un interprète que je veux que tu puisses me donner à manger. Non, j'ai dit que j'ai faim, ça veut dire tout simplement que je vais travailler de moi-même. C'est ça la philosophie que j'étais guémère. Mais si vous arrivez devant quelqu'un et vous dites non, là j'ai faim, quelqu'un interprète déjà que vous lui demandez à manger. Non, je ne t'ai pas demandé à manger. Je peux dire que j'ai faim parce que je vais aller travailler et manger moi-même. Mais dans la mauvaise classe politique, globalement, le mauvais leadership que nous avons, mon co-débatteur a tout à fait raison. Et c'est ce qui fait mal dans ce cadre-là. Mais moi, professeur docteur Dadi Saleh, je vous ai dit, vous m'avez invité ici comme expert. Les jours où vous m'inviterez comme politicien, je donnerai mes avis politiques. Ça va? Donc, mon co-débatteur, s'il vous plaît, j'ai donné les avis d'experts. Là, vous venez de donner les avis politiques. Donc, si vous avez été invité comme politicien, je vous comprends. Mais les jours où vous m'invitez comme politicien, je peux vous garantir, vous aurez mes avis purement politiques. Donc, je pense que les référendums, c'est un droit. Ce qui est en train de se passer, c'est un droit. Mais comment se servir de cette loi-là? Il a raison. Chacun pourra s'en servir comme il veut. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh, d'avoir répondu présent à notre invitation. Toujours disponible, c'est parmi les grandes valeurs, en tout cas africaines, ça il faut quand même le dire. Merci aussi à Jonathan Makila. Merci John Moukenge-Chai. En 2 secondes, juste dire à notre professeur ici que je ne suis pas invité ici comme politicien, je suis journaliste, vous avez laissé passer cela. Mais on essaye quand même de dire... Mais comprendre les politiciens. Voilà, donc... c'est ça, il faut aller au-delà de ce qu'ils disent. Et je pense que ça nous permet d'être aussi beaucoup plus prudents. Merci Jonathan Makila, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement avec d'autres dossiers, d'autres actualités qui ont émaillé la semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute la grande équipe de la production pour cette émission de Crypte Echo. Inch'Allah. Merci.